Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, vient de prendre la parole. À tout à l'heure. Chers camarades, je veux d'abord évidemment vous remercier de la confiance que vous venez d'accorder à l'ensemble de la liste qui vous était proposée à l'ensemble du Conseil national et de la confiance que vous venez de m'accorder en me confiant un nouveau mandat de secrétaire national. Je ressens évidemment le poids de cette confiance. Je voudrais associer à ce moment, avant de continuer, tous les membres évidemment du Conseil national qui viennent d'être élus, y associer aussi tous ceux qui ont été membres du Conseil national depuis 2008, qui ont été membres du Conseil national durant ces 4 dernières années, parce que le chemin que nous venons de parcourir, nous l'avons parcouru en équipe. En 2008, la direction qui nous précédait, et Marie-Georges comme secrétaire national, avait fait un choix qui était de transmettre, de préparer le passage de relais en installant une équipe dont elle m'avait confié à l'époque l'animation. C'est de cette manière collective que nous avons construit ce que nous avons fait en 4 ans. Et c'est en équipe que nous allons continuer à avancer, parce que c'est la seule manière, c'est la seule véritable manière d'avancer. Et ce qui est vrai pour la société tout entière, l'est vrai aussi pour notre parti. Il y en a assez de cette vie politique qui ne mise que sur la personnalisation, la starisation, la pipolisation. Nous croyons à une vie politique partagée, à une vie politique qui rend les citoyennes et les citoyens réellement propriétaires des choix politiques. Je veux dire aussi que cette équipe, comme ça a été souligné dans la discussion que nous venons d'avoir, est une équipe unie. Nous sommes effectivement extrêmement fiers d'être parvenus à ce congrès à présenter une liste rassemblée. Elle est le signe d'une maturité nouvelle de notre débat politique. Elle est le signe d'un rassemblement nouveau autour des choix que nous avons faits il y a 4 ans et que nous avons depuis approfondi et que nous avons approfondi encore au cours de ce congrès. Et je veux dire une nouvelle fois que cette unité, et je m'y engage, et je crois que tous les membres du Conseil national s'y engagent avec moi, cette unité pour nous, elle n'est conçue que dans le respect des diversités. Nous continuerons à respecter cette diversité qui nous anime, qui n'est pas réductible, nous le savons tous, à des courants, à des tendances, à des choses de cette manière, parce que les uns et les autres, nous évoluons dans la discussion. Mais évidemment, nous ne sommes pas d'accord sur tout et surtout en permanence, et c'est bien normal, et c'est ce qui fait notre richesse démocratique. Donc nous allons faire avancer de pair le respect de la grande diversité qui est la nôtre et que nous considérons être une force, et la construction permanente de notre unité qui est le moyen d'être efficace. Nous voulions être utiles, je l'avais dit en ouverture de ce congrès, notre objectif devait être celui-là, être utile à notre peuple, à la France, à la gauche, être utile à la réussite d'une politique de changement. Nous voulions un congrès marqué non pas par les querelles politiciennes, les querelles internes, mais un congrès marqué par l'ambition pour notre peuple, à un moment où tout doit être fait pour sortir notre pays de la crise, pour hisser notre pays, l'Europe et le monde sur les voies, sur les chemins d'une nouvelle visée de civilisation émancipatrice. La situation de notre pays, celle de l'Europe, sont trop graves
pour que nous nous laissions aller à autre chose que d'avoir l'ambition d'aider notre peuple à sortir de cette situation et à sortir de cette situation en faisant grandir ce qu'il a de meilleur en lui-même, ses traditions de solidarité, ses traditions créatrices, sa capacité à entreprendre et à construire un monde nouveau. Eh bien, je crois que nous pouvons le dire, et vos applaudissements tout à l'heure l'ont montré, et l'ambiance du Congrès, les discussions que j'avais dans les travées, encore tout à l'heure le monde, nos objectifs sont atteints. Nous pouvons dire que le 36e congrès du Parti communiste aura été un congrès de haute tenue qui marquera une date pour notre parti. Je voudrais brièvement, parce que Patrice l'a fait en détail tout à l'heure, mais moi aussi à mon tour, remercier tous ceux qui ont permis la réussite de ce congrès, tous ceux qui ont assumé des responsabilités que je leur avais confiées, Patrice comme directeur du congrès, ceux qui ont conduit le travail des commissions, Pierre Dharréville, Jacques Chabalier, Isabelle de Almeida, Daniel Lebaille, tous les camarades qui les ont entourés, tous les camarades du comité national exécutif sortant, tous les camarades de la coordination, tous les présidents de séance, tous les camarades que vous avez vus à cette tribune, tous les bénévoles, tout l'accueil sécurité, Jacques Fat aussi pour la grande réussite de la présence internationale au Congrès et toutes les équipes de notre département international. Et je voulais aussi, comme l'a fait Marie-Georges tout à l'heure, remercier tous les journalistes qui ont couvert, tous les journalistes et les techniciens, parce qu'il y a aussi des techniciens, qui ont couvert ce congrès. Il faut dire que, vous savez que j'ai été journaliste pendant très longtemps, donc je tiens toujours à cela, beaucoup, parce que j'ai aimé ce métier. Et il faut dire qu'ils ont couvert dans l'ensemble de très bonne manière les travaux de notre congrès et je veux les remercier du travail qu'ils ont accompli. Je veux aussi saluer toutes celles et ceux, et peut-être il y en a qui me regardent, qui ne sont pas dans cette salle, qui ont suivi le congrès autrement qu'en étant dans cette salle. C'est la magie des nouveaux réseaux sociaux. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont tweeté, ont téléphoné, ont envoyé des mails pendant le congrès. Il y a donc des milliers et des milliers de personnes, membres du parti ou non, qui, d'une manière ou d'une autre, ont suivi notre congrès. Je crois que près de 50 000 personnes l'ont suivi sur Internet au cours des 4 jours. Et puis, il y a les dizaines de milliers de lecteurs de l'Humanité qui ont pu suivre, grâce aux équipes de l'Humanité, les travaux de notre congrès. C'est un événement qui a été suivi dans tout le pays et dont le retentissement va être, je crois, considérable. Nous voulions un congrès marqué par l'ambition de la novation communiste. C'est un immense défi, nous le savons, et un défi qu'on ne relève pas en un seul congrès, qu'on ne relève pas en une seule fois, qu'on ne relève pas en donnant un coup d'épaule dans une seule difficulté qui se présente à nous. C'est un défi qui est celui de l'humanité tout entière, qui est celui du siècle dans lequel nous sommes entrés. Le monde entier doit se réinventer s'il veut sortir de la crise dans laquelle le capitalisme mondialisé l'a enfoncé. Nous avons entendu cette exigence de 1001 manières dans notre congrès. Les travailleurs qui ont ouvert le congrès et qui sont venus témoigner de leur situation l'ont dit. Vos témoignages, les expériences qui sont les vôtres et que vous avez rapportées témoignent de cette exigence de changement profond qui traverse le pays. Et puis tous nos invités internationaux avec lesquels vous avez pu discuter, ceux qui sont intervenus à cette tribune, qui ont tous dit à leur manière l'exigence d'un monde nouveau. Donc cette ambition de la novation communiste pour ouvrir de nouveaux chemins d'émancipation conformes à notre ambition libératrice pour le XXIe siècle, c'est quelque chose sur lequel nous avons décidé d'avancer et d'avancer dans la durée avec opiniâtreté.
Et oui, nous pouvons le dire, là où peut-être nous avions encore nous-mêmes des doutes il y a quelques années, oui, nous sommes sur ce chemin aujourd'hui. Et ce congrès marque une étape très importante. La jeunesse qui a marqué le congrès, ici et dans les réunions préparatoires, les délégués de la jeunesse communiste qui étaient sur cette tribune avec leur nouveau secrétaire général Nordin Idir hier après-midi. De très nombreux responsables du parti qui prennent des responsabilités à tous les niveaux. Il faut dire, et excusez-moi si cette liste n'est pas exhaustive, mais parce que je me suis noté cela à la volée, parce que j'ai discuté avec eux, mais que les grandes fédérations du Parti communiste, le Nord, les Bouches-du-Rhône, Paris, la Loire-Atlantique, le Loiret, les Hauts-de-Seine, la Meurthe-et-Moselle, le Val-de-Marne, la Gironde, sont dirigées aujourd'hui, et beaucoup d'autres, excusez-moi pour les autres, sont dirigées par de jeunes secrétaires fédéraux et de jeunes secrétaires fédéraux. Donc nous sommes un parti en plein mouvement, en plein renouvellement, en plein renouveau. J'ai entendu aussi dans les discussions du Congrès à quel point cette idée que nous avons formulée de cette manière, communisme de nouvelle génération, était une idée qui pouvait avoir une grande portée. J'en ai discuté avec beaucoup d'entre vous. Nous en avons parlé dans le Congrès. J'en ai discuté avec beaucoup des délégations internationales qui sont présentes à notre Congrès et qui m'ont dit l'intérêt qu'ils portaient à cette réflexion, parce qu'eux-mêmes, chacun dans leur situation, réfléchissent à ces chemins nouveaux. Et nous sommes internationalement confrontés à cette exigence de penser de nouvelles manières l'avenir de notre combat au XXIe siècle. Nous avons le devoir d'inventer, je l'ai dit hier dans la discussion à propos du Front de gauche, mais c'est vrai d'une manière générale. Nous sommes condamnés à l'audace et à l'invention, et nous ne pouvons pas rester engoncés dans quelque peur que ce soit. Et je crois, je veux le redire, que l'un des engagements majeurs de ce congrès, à mes yeux, doit être, et ce sera la responsabilité de la nouvelle direction nationale de conduire ce travail, nous devons accorder dans la durée, avec l'ensemble des communistes, mais avec l'ensemble des forces disponibles, et elles sont très nombreuses dans toute la société, avec toutes les forces internationales disponibles, nous devons nous engager à travailler dans la durée à la reconstruction de ce grand projet communiste de nouvelle génération. Alors, à propos de novation, je ne résiste pas au plaisir de dire quelques mots sur ce que certains médias ont présenté comme un des événements de ce congrès. C'est un peu pour le fun, là, Il paraît que la disparition donc, de la faucille et du marteau aurait chamboulé la grande majorité des communistes. Ce n'est pas franchement l'impression qui était la nôtre, mais bon, puisque cette question est sur le tapis, qu'elle a fait un peu de buzz médiatique, comme on dit, je veux dire un mot de cela. Je veux dire ma sérénité totale sur cette question. Ça m'a rappelé le temps où j'étais, il n'y a pas très longtemps quand même, à la direction de l'Humanité. Parce qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, on m'a accusé aussi d'avoir supprimé la faucille et le marteau à la une de l'Humanité, donc visiblement je suis un récidiviste. Et en repensant à ça, je me suis dit hier soir, en rentrant chez moi, tiens, je vais me plonger dans les unes de l'Humanité. Et je vous en ai amené quelques-unes des unes historiques de l'Humanité. Alors, à la une de l'Humanité, excusez-moi, elles sont un peu grandes, c'est pas très pratique. Mais à la une de l'Humanité qui décide l'adhésion, la création, enfin l'adhésion à l'époque, qui décide de devenir un parti communiste, eh bien l'Humanité, c'est l'Humanité, journal socialiste, qui annonce ça. Et il n'y a pas
la faucille et le marteau à la une de l'Humanité. Mais je me suis dit, bon, ils ont dû la mettre juste après. Donc en 1922, ça fait quand même 2 ans plus tard, hein, ils avaient le temps d'y penser. L'Humanité est devenue un journal communiste, mais il n'y a toujours pas la faucille et le marteau. Et puis, en 23, la une de l'Humanité, c'est toujours un journal communiste, mais il n'y a pas la faucille et le marteau. Et quand Lénine meurt, en 24, l'Humanité est devenue l'organe central du Parti communiste, mais il n'y a toujours pas la faucille et le marteau. Et la première fois que la faucille et le marteau apparaît, c'est un peu plus tard. Et effectivement, à partir de 25, je crois, il y a la faucille et le marteau à la une de l'Humanité. Autrement dit, il a fallu que Lénine meure pour qu'il y ait la faucille et le marteau à la une de l'Humanité. Et puis, il y a un vieux camarade des Alpes-Maritimes, qui, par l'intermédiaire d'un délégué, m'a fait passer une carte. Une carte du parti d'une époque où on n'était pas franchement ni des mous ni des sociodémocrates, une carte de 1944. Et en 1944, sur cette carte où il est écrit « Vous appartenez au grand parti des fusillés », eh bien, il n'y a pas la faucille et le marteau, mais il y a le liseré bleu, blanc, rouge, qui était à l'époque le symbole de la résistance. Alors aujourd'hui, c'est vrai, notre carte, elle a changé, mais elle a 2 grandes qualités, et peut-être que beaucoup de ceux qui en ont parlé dans les médias ne la connaissent pas, alors je préfère la montrer. D'abord, elle est rouge. Elle n'a pas toujours été rouge. Et puis, elle comporte effectivement le sigle du Parti de la gauche européenne, parce que nous sommes fiers à l'entrée du XXIe siècle, pour les raisons que j'ai développées dans ce congrès, effectivement, d'afficher notre ambition de cette solidarité et d'une solidarité concrète, y compris en Europe, pour ouvrir des chemins de progrès. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne reproche pas en aucun cas à des camarades d'être attachés à tel ou tel symbole. Les symboles ne s'effacent pas. Il est fini le temps où on gommait des symboles ou des images pour en remplacer par d'autres. Mais pour moi, plutôt, les symboles, ils s'additionnent et ils construisent dans la durée notre histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le signal que nous voulons envoyer, parce que c'est aussi affaire de symboles, c'est que nous avons résolument décidé de rallumer les étoiles, de regarder vers le XXIe siècle, vers l'avenir, et que les camarades qui s'inquiètent encore soient rassurés. Notre fil conducteur, c'est celui-là. J'ai dit que notre carte était rouge. C'est un beau symbole, le drapeau rouge, c'était celui des communistes, bien avant que le Parti communiste français n'existe, au XIXe siècle, rouge du sang de l'ouvrier, comme le dit la chanson. Et oui, nous sommes des rouges, mais pas des rouges congelés, momifiés, statufiés. Nous sommes des rouges en pleine vie, heureux de combattre dans le siècle qui est le nôtre, le XXIe siècle, des rouges branchés, interconnectés, et oui, décidés à utiliser la force des images et des symboles pour dire que nous avons changé et pour dire la novation profonde de notre combat. Alors ce congrès, nous avons aussi voulu qu'il soit donc l'ambition de ce communisme de nouvelle génération, nous avons voulu qu'il soit aussi un congrès ambitieux pour la transformation de l'Europe. Et nous avions 1000 fois raison pour toutes les raisons dont nous avons déjà parlé dans ce congrès.
et sur lesquels je suis intervenu hier à côté de Maïté Molla. Mais je veux redire un mot, même si je l'ai évoqué brièvement dans cette intervention hier, sur ce qui est en train de se passer en Europe même et dont l'adoption du budget européen d'austérité est un symbole. Cette situation est grave et le budget qui a été adopté, ce budget de réduction, ce budget d'austérité, il est un symbole grave parce qu'ils sont ceux qui nous donnent des leçons, soi-disant au nom de l'Europe. Ils sont en train de détruire l'idée européenne. Ils sont en train de déconstruire l'idée européenne et l'idée de la solidarité. Ils sont en train d'ériger l'égoïsme, et singulièrement l'égoïsme des pays les plus puissants et les plus riches, en règle pour toute l'Europe tout entière. Et c'est précisément ce dont nous ne voulons pas. Parce que les décisions qu'ils viennent de prendre hier sont des décisions concrètes. Cela veut dire, par exemple, que les crédits à la PAC vont diminuer en réalité, bien plus d'ailleurs que le chiffre officiel qu'ils affichent, vont diminuer en réalité de 20%. Et qu'on sait très bien comment cela va se traduire. Ce sont ceux qui devraient être soutenus qui vont encore devoir tirer la langue un peu plus. Et c'est l'agro-industrie qui va continuer à emporter le morceau. Et ça débouchera sur quoi? Ça débouchera sur le scandale de Findus multiplié par 10 et par 20. Voilà l'Europe qu'ils sont en train de préparer. Une Europe où on ne saura plus ce qu'on mange. Parce que des trafiquants seront capables de remplacer des productions saines avec de la traçabilité par des margoulins qui seront capables de mettre dans les produits qu'on retrouvera sur les rayons de la grande consommation des produits en réalité frelatés, en mentant aux consommateurs. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Quand ils viennent de décider la réduction du budget européen hier, ils décident que le budget d'aide aux plus démunis, qui permet aux Restos du Cœur, au Secours populaire français, au Secours catholique et à tout un tas d'autres associations en Europe de venir en aide à des gens qui ne peuvent plus se nourrir correctement. Et il faut savoir que dans plusieurs pays européens comme la Grèce ou la Hongrie, la faim, oui, la faim est en train de redevenir un problème contemporain. Eh bien, à ce moment-là, ils réduisent de 500 millions par an à 300 millions par an l'aide au programme pour les plus démunis. Voilà la réalité de cette Europe égoïste. Ils ont décidé que le fonds de solidarité, qui peut venir en aide à des États victimes de catastrophes naturelles, serait réduit de 1 milliard à 500 millions d'euros. Et ce sont les mêmes qui, dans leur discours, nous parlent de l'avenir écologique de la planète. Donc, oui, cette Europe-là, cette Europe de l'égoïsme, nous n'en voulons pas. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est parce qu'on manque d'argent et qu'il faut que tout le monde se serre la ceinture. Parce que le jour même où ils ont pris, le 8 février, le jour même où ils ont pris ces décisions, eh bien, une information est parue dans le journal des Échos. Donc personne ne peut me suspecter d'avoir été chercher cette information dans je ne sais quelle officine communiste. Dans le journal Les Échos, qu'est-ce qu'on pouvait lire le jour même où ils décidaient ce budget d'austérité? Les entreprises européennes cotées en bourse avaient fin 2011 un excès de cash, trésorerie disponible ou placement financier à court terme de 750 milliards d'euros, niveau record depuis 20 ans. Donc voilà la réalité. La crise de la zone euro n'est pas derrière nous. Il continue d'accumuler dans les grands groupes et dans les grandes entreprises européennes du cash pour aller spéculer sur les marchés, pour aller manger d'autres entreprises, pour faire des OPA boursières. Et pendant ce temps-là, il continue d'affamer les peuples européens et de les réduire à la régression sociale. Eh bien, cette Europe-là, effectivement, nous n'en voulons pas. Et nous avons une haute idée de l'Europe qu'il faut construire. François Hollande a dit, à demi-mot, il est vrai,
mais a été obligé de reconnaître que ça n'était pas un bon budget. Mais il l'a accepté. Mais il ne suffira plus à chaque fois de dire que c'est pas terrible, mais il faut quand même accepter ça pour toujours régresser. On avait l'occasion d'engager la bataille de la renégociation du traité européen. Et la France ne l'a pas fait. On ne va pas à nouveau, alors que la France elle-même est obligée de reconnaître que ce budget n'est pas le budget qui était le budget souhaitable. On ne va pas avaler ce budget sans rien dire. Alors moi, aujourd'hui, je lance un appel solennel avec nos camarades qui siègent au Parlement européen, Patrick Le Yarrick, Marie-Christine Vergiat, Jackie Hénin, Younous Omarjee et Jean-Luc Mélenchon. Nous lançons un appel. Les députés européens, les députés de gauche français, aucun député ne doit ratifier, puisque le Parlement européen en a le pouvoir, ne doit ratifier ce budget. Il faut voter contre ce budget et demander de rediscuter. Il serait bien d'ailleurs qu'il en soit de même sur beaucoup d'autres sujets européens. Je pense, j'en ai dit un mot bref, je crois dans mon introduction, je pense par exemple au 4e paquet ferroviaire qui vient d'être adopté et qui est un nouveau paquet de déréglementation. À qui va-t-on faire croire, puisque nous engageons en France le débat sur la transition énergétique, un grand débat public, paraît-il? Eh bien, il faut que ce débat public, qui doit miser sur le développement du ferroutage, dise clairement, et le ministre français doit s'engager à dire « Nous allons combattre le 4e paquet ferroviaire. Nous ne pouvons pas accepter de continuer la déréglementation. Nous devons reconstruire des services publics forts dans l'intérêt social et écologique de la France et de toute l'Europe. » Tous ces combats, nous allons les porter évidemment dans les élections européennes et bien avant, comme je l'ai dit hier, lors de l'Alter Summit européen et dans bien d'autres occasions. Nous voulions, au-delà, un congrès ambitieux pour le changement dans notre pays, pour le changement parce que la majorité des Français ont voté pour ce changement au printemps dernier et qu'il n'est pas question pour nous d'y renoncer. C'était une urgence au printemps dernier, après 10 ans d'une droite brutale et destructrice, après 5 ans de sarkozysme. Et les Français ont eu raison de faire ce choix. Et nous avons eu raison de les aider à faire ce choix et d'appeler à battre la droite dans ces élections. Mais c'est plus que jamais une urgence. Le chômage continue de progresser. Les grands groupes continuent leur politique de licenciement. L'hémorragie industrielle se poursuit et la pauvreté grandit, comme le disent toutes les associations humanitaires. Dans tous les services publics, les besoins de développement frappent chaque jour à la porte, dans l'école, pour le développement du logement, pour le développement des transports publics, pour le contrôle public du médicament, de la santé, pour le contrôle public en matière alimentaire, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Ces changements-là, nous voulons qu'ils s'engagent en 2013. Nous ne sommes pas décidés à attendre et nous ne voulons pas, je l'ai dit 1000 fois, laisser la résignation, le renoncement, l'impuissance gagner du terrain. L'appel de notre Congrès est clair et je veux le redire avec force. Le Congrès du Parti communiste appelle désormais l'ensemble des forces du changement de ce pays, les forces sociales, les forces politiques de gauche disponibles, les forces sociales, les forces syndicales, les forces associatives, l'ensemble des forces de changement de ce pays doivent à nouveau se mobiliser pour dire il faut appliquer le changement pour lequel nous avons voté au printemps dernier. À toutes celles et ceux qui ont voulu le changement au printemps dernier, nous disons remobilisation générale. Il faut de mille et une manières faire entendre que nous sommes la majorité du pays et que c'est à nous de décider dans quel sens doit avancer la France. Et nous ne voulons pas entendre du côté de la gauche cette petite musique permanente du renoncement et de la résignation. À tous, nous disons, la campagne du Front de gauche que nous venons de décider est à votre disposition.
Nous ne sommes pas là pour mener une campagne étriquée qui nous appartiendrait à nous seuls, pour construire des murs contre tel ou tel à gauche. Nous sommes là pour construire une campagne ouverte, une campagne de rassemblement qui permette à toutes celles et ceux qui cherchent comment agir dans cette situation d'entrer en action, de faire entendre leurs forces, de montrer qu'ils sont la majorité du pays. Cette campagne du Front de gauche, nous la voulons ouverte. Nous sommes prêts à tout moment à en élargir les formes, à en élargir les espaces, à chacune des forces de gauche qui sera ou qui voudra bien entrer avec nous en action, aux socialistes qui s'interrogent de plus en plus sur le chemin entrepris et qui eux aussi n'ont pas envie de renoncer au changement pour lequel ils se sont tant battus, aux écologistes qui croient comme nous que si nous voulons construire une véritable transition écologique, il faudra faire reculer le pouvoir de la finance, à tous les républicains de ce pays qui ne veulent pas du rabougrissement démocratique qui continue d'être en cours. À toutes ces forces-là, nous disons, et nous le redisons aujourd'hui, nous sommes prêts à toutes les actions convergentes, nous sommes prêts à tous les dialogues, nous ne sommes pas cantonnés dans l'opposition, nous sommes plus que jamais une force de rassemblement et nous allons mettre en mouvement nos assemblées citoyennes, les fronts de lutte du Front de gauche, les fronts thématiques du Front de gauche, tout cela comme des outils au service de l'ensemble de la majorité qui veut la réussite du changement dans ce pays. Alors on nous dit, mais sur quoi et comment pouvons-nous avancer? Eh bien, je veux renouveler, en conclusion de ce congrès, trois propositions qui s'adressent à toutes les forces de gauche. Et nous avons remis hier, à l'occasion, vendredi, excusez-moi, à l'occasion de l'invitation que nous avions lancée à toutes les forces au Congrès, et elles étaient toutes là. Toutes les forces de gauche étaient présentes à notre Congrès, toutes les forces du Front de gauche, évidemment, qui sont nos partenaires de combat quotidien, toutes les forces de la majorité gouvernementale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, PRG, MRC, tout le monde était là, mais aussi le NPA, aussi Lutte ouvrière, parce que nous sommes effectivement un parti au cœur de la gauche. Eh bien, à toutes ces forces, nous faisons trois propositions pour pouvoir avancer. Et ces propositions, nous les faisons à tout notre peuple pour pouvoir faire avancer le changement. Nous avons trois occasions à saisir dans les 6 mois à venir pour envoyer le signal qu'enfin le changement prend la route qu'il aurait dû prendre dès le premier jour dans notre pays. La première de ces occasions, c'est la bataille qui s'annonce sur la question de l'emploi et de la sécurisation de l'emploi. Il n'est pas question, nous l'avons dit, et personne ne pourra nous convaincre, qu'il faut transcrire en l'état l'accord qui a été signé sous la pression du MEDEF avec 3 syndicats minoritaires, pour 2 raisons que je répète et qu'il faut expliquer dans le pays. La première, c'est qu'effectivement, un accord minoritaire ne peut pas s'imposer à la représentation nationale. Nous vivons dans une république, le Parlement est souverain. Donc, la majorité de gauche peut parfaitement amender ce projet, a fortiori si elle dialogue avec les organisations syndicales qui ne l'ont pas signé et qui représentent la majorité des salariés de ce pays et l'écrasante majorité de ceux qui ont permis le changement au printemps dernier, parce que tous ceux qui aujourd'hui siègent dans les hémicycles doivent leur élection à ces salariés qui aujourd'hui demandent de ne pas ratifier cet accord. La seconde raison, c'est qu'on voit mal comment on peut demander à une majorité de gauche, à un parlementaire de gauche, quel qu'il soit, d'inscrire dans la loi ce qui constitue de véritables régressions sociales. Allons-nous accepter de mettre dans la loi les contrats compétitivité-emploi inventés par Sarkozy et le MEDEF
et qui concrètement veulent dire quoi? Veulent dire que si un accord est signé dans une entreprise et qu'il déroge, par exemple, à la durée légale du temps de travail, au prétexte que ce serait le moyen de sauver l'emploi, eh bien, un salarié, si nous légiférons dans le sens qui nous est demandé, ne pourra plus refuser dans son entreprise, ne pourra même plus se tourner vers la loi pour essayer d'avoir un recours, et il pourra tout simplement, c'est ce qui est prévu dans l'accord, être licencié pour motif personnel. Nous ne pouvons pas, nous, des parlementaires de gauche, quelle que soit la formation de gauche à laquelle nous appartenons, nous ne pouvons pas inscrire ça dans la loi alors qu'il y a 8 mois, les salariés nous ont élus pour faire exactement l'inverse. Nous n'allons tout de même pas inscrire dans la loi la suppression de tous les recours juridiques qui permettent encore aujourd'hui aux salariés de contester des plans de licenciement collectif. Si nous transcrivions dans la loi ce qui est prévu dans l'accord avec le MEDEF, ni les salariés de Fralib, ni les salariés de Petroplus, ni les salariés de PSA, ni tous ceux qui se battent aujourd'hui devant les tribunaux pour faire reconnaître le droit ne pourraient le faire, puisque l'accord prévoit qu'il ne sera plus possible d'instruire des recours juridiques de cette nature devant les tribunaux. Nous n'allons pas quand même, nous, des parlementaires de gauche, on ne peut pas nous demander d'inscrire ça dans la loi. Donc, je le redis, il n'est pas question pour nous de transcrire cet accord en l'état et personne ne pourra nous en convaincre. Mais nous n'allons pas nous en tenir là. Nous allons nous battre avec des propositions. Et moi, j'invite tout le monde, toutes les forces sociales, syndicales, citoyennes, toutes les forces politiques de gauche à travailler avec nous à des propositions alternatives à cet accord. C'est le rôle du Parlement de faire ces propositions. Et il faut arrêter avec cet argument qui consiste à nous dire, à essayer de mettre en demeure le Parlement, comme si le Parlement n'avait pas le droit d'amender, alors que c'est son rôle. Parce que ça ressemble quand même un peu trop à la manière dont Nicolas Sarkozy a gouverné. Et soit dit entre nous, c'est une dérive que nous dénonçons depuis des années et qui vise en fait à réduire de plus en plus le Parlement en une chambre d'enregistrement. Tout se décide à l'Élysée, c'est ça la logique de la présidentialisation. Et une fois que les arbitrages sont faits, eh bien les parlementaires doivent rentrer dans le rang. Pas seulement les parlementaires du front de gauche, mais les parlementaires écologistes et les parlementaires socialistes avec. Eh bien cette pratique-là, cette pratique politique, elle n'est plus possible. Il faut au contraire redonner vigueur au débat public et au débat démocratique. Il faut redonner vigueur à la délibération législative. Il faut que ce ne soit pas des mots, mais que dans les actes, les parlementaires, en lien avec ceux qui les ont élus, puissent faire avancer d'autres propositions dans l'enceinte du Parlement. Alors, ces propositions, eh bien, nous en faisons plusieurs, et la gauche peut les adopter dans ce débat. Et nous les porterons avec les salariés qui vont se mobiliser, puisque la CGT est force ouvrière, et je sais qu'ils seront rejoints par d'autres, appelle à une grande journée d'action interprofessionnelle le 5 mars sur les questions de la sécurisation de l'emploi. Ces propositions, il y en a d'abord 3. On nous parle de la représentation des salariés pour qu'ils aient enfin leur mot à dire dans les conseils d'administration des entreprises. En vérité, si on suivait l'accord tel qu'il est, ce serait le cas dans 200 entreprises, un peu plus de 200 entreprises. On se moque de qui? Eh bien, nous proposons la généralisation de la présence des salariés dans tous les conseils d'administration de toutes les entreprises. Première mesure. Deuxièmement, il faut aller plus loin sur les droits nouveaux des salariés. Et nous proposons d'adopter un droit de veto suspensif des comités d'entreprise contre les plans de licenciement collectif, avec obligation légale de discuter des propositions alternatives des salariés
à chaque fois qu'une telle situation se présente. Nous proposons aussi, effectivement, de mettre dans la loi la possibilité de la reprise d'un site quand ce site peut se développer et que des salariés, sous une forme coopérative ou sous une autre, ou en association avec des repreneurs qui se présentent, sont prêts à engager une solution de reprise, alors que nous savons que des entreprises empêchent le redémarrage de ces sites alors qu'il serait possible. C'est ce qui se passe, vous le savez, depuis des mois chez Fralib, où tout est possible demain matin, puisque les salariés ont un projet, puisque les collectivités locales ont racheté le site et qu'il n'y a que le veto d'Unilever qui empêche la reprise, Unilever qui ne refuse de donner aux salariés la possibilité d'utiliser la marque L'éléphant, qui est leur marque, celle qu'ils ont construite depuis 100 ans à Marseille, bien avant qu'Unilever ne vienne mettre la main sur cette entreprise. Eh bien, il faut donner la possibilité à ces salariés de développer leur entreprise. On nous dit qu'il y a un problème avec le droit de propriété, mais leur conception du droit de propriété, elle est quand même à géométrie variable, parce que, soit dit entre nous, Unilever, tout le monde sait, les salariés de Fralib l'ont montré, pratique l'évasion fiscale à grande échelle. Ce groupe ne paye pas d'impôts en France parce qu'il fait tout remonter dans un holding en Suisse. Donc ces gens qui, en fait, truandent le fisc français toute l'année, et pas seulement le fisc français, parce que c'est un sport multinational qu'ils pratiquent à grande échelle un peu partout en Europe, viennent nous donner des leçons sur la propriété de l'outil de travail, alors que depuis des mois, ceux qui essayent de sauver l'outil de travail à Fralib, ce sont les salariés de cette entreprise. Donc nous n'acceptons pas ces arguments. Et puis, dans certains endroits, on nous dit non, non, c'est pas possible parce que ça appartient aux entreprises. Mais dans d'autres endroits, les mêmes font le contraire. Et par exemple, chez Molex, à Toulouse, quand il s'est agi de contester les licenciements, que disait la multinationale américaine? Mais nous ne sommes pas propriétaires du site, c'est une filiale. L'entreprise appartient à une filiale, nous ne pouvons pas être considérés comme responsables. Eh bien, la direction de la multinationale Molex vient de perdre dans un procès sur cette question et le tribunal en France vient de reconnaître l'entreprise multinationale responsable des licenciements dans cette filiale et les salariés, les syndicats vont pouvoir aller les contester à nouveau devant la justice. Malheureusement, l'entreprise aujourd'hui ne redémarrera pas, mais ils vont aller contester cette décision juridique. Donc nous n'acceptons pas cette utilisation à géométrie variable de l'argument sur la propriété qu'ils détournent toujours à leur profit et il faut mettre en œuvre effectivement un nouveau droit qui permettra d'enfoncer une brèche dans le sacro-saint droit de propriété des seuls actionnaires privés sur l'outil de travail. Les usines, les entreprises, l'outil de travail, elle appartient à la nation, à ceux qui produisent, aux travailleurs et pas seulement aux actionnaires financiers. Et puis, dernière proposition sur la sécurisation de l'emploi, et nous ne lâcherons pas sur cette histoire. Il est possible d'interdire demain matin les licenciements boursiers. Le projet de loi a été voté le 16 février dernier, donc c'est quasiment l'anniversaire, par les sénateurs de notre groupe au Sénat, mais par tous les sénateurs socialistes, Donc ce projet peut être voté par la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et nous allons reproposer évidemment notre projet de loi d'interdiction des licenciements boursiers. Donc, la première proposition que je fais à ceux qui nous demandent comment... J'étais la semaine dernière sur une chaîne de télévision, France 3, et ils avaient enregistré un député socialiste, Thierry Mandon, qui m'a dit « Qu'est-ce que vous proposez pour aider la gauche ?» Ben voilà une première proposition. Je propose que nous nous mettions au travail pour de véritables mesures de sécurisation de l'emploi. Et vous avez vu, nous avons des propositions. Deuxième proposition. Nous pouvons adopter le 27 février prochain, au Sénat,
le projet de loi d'amnistie sociale que nous avons déposé. Il n'est pas possible que des salariés soient poursuivis pour leur action syndicale, que des militants associatifs soient poursuivis parce qu'ils essayent de s'opposer à des pratiques indignes de telle ou telle grande entreprise de consommation ou d'autres. Ces faits doivent être amnistiés par la gauche pour montrer de quel côté nous voulons encourager le pouvoir et à qui nous voulons le diminuer. Si nous ne sommes même pas capables de faire ça à la gauche, qu'est-ce que voulait dire faire la guerre à la finance au Bourget il y a un an dans la bouche de François Hollande? Il faut donner raison à ces salariés d'EDF à Paris qui sont encore aujourd'hui menacés, ces salariés dans les hôpitaux qui sont sanctionnés, ces salariés à Roanne qui ont été traînés devant les tribunaux, à Alès, ceux à qui on vient demander de donner leur empreinte ADN comme s'ils étaient de vulgaires délinquants. Il faut supprimer ces dispositions et il faut, en tout cas, ce serait la première mesure à adopter, amnistier ces salariés pour dire oui, la gauche est venue au pouvoir, eh bien c'est maintenant du côté des salariés et du côté de ceux qui ont élu la gauche que le pouvoir doit basculer. Il est possible, puisque nous avons utilisé notre niche parlementaire, nous déposons ce projet le 27 février. Si le gouvernement ne s'y oppose pas, la majorité sénatoriale de gauche a les moyens d'adopter ce projet. Nous devons dans le pays le faire savoir. Il faut que les salariés concernés se manifestent. Il faut que nous fassions pétitionner. Il faut que cette date soit connue. Il faut organiser la mobilisation. Le 27 février, l'amnistie sociale, c'est possible. Et puis enfin, il faut que nous avancions, c'est ma troisième proposition, en matière d'égalité des droits. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, et Marie-Georges nous en a parlé hier, est un événement important. Enfin, le droit au mariage pour toutes et tous vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Et nous en sommes fiers. C'est un combat que nous menions depuis des années, sous l'impulsion, il est vrai, en particulier, de Marie-Georges et de notre collectif fier et révolutionnaire. Nous allons continuer la bataille parce qu'elle n'est pas terminée. Le débat viendra au Sénat le 18 mars et nous savons que la droite va rester mobilisée, que les opposants à ce droit vont rester mobilisés. Nous devons donc poursuivre la mobilisation et la poursuivre au-delà du droit au mariage pour aller jusqu'à l'adoption. Et on sait que ça interviendra là aussi probablement d'ici la fin de l'année, en tout cas nous l'espérons, le droit à la PMA. Nous allons donc poursuivre cette bataille jusqu'au bout pour la gagner. Mais nous devons, en matière d'égalité des droits, là aussi la gauche doit aller plus loin. Et je veux redire qu'il est de notre devoir d'engager désormais à nouveau une mobilisation nationale pour obtenir le droit de vote des étrangers aux élections locales. Cela fait 30 ans que la gauche promet ce droit. Nous ne serons pas à nouveau de ceux qui renonceront. Et il est hors de question que nous lâchions sur cette question. C'est une question de recul de discrimination, c'est une question de dignité, c'est une question d'égalité, c'est une question de démocratie. Il y a en ce moment une pétition nationale qui rassemble toutes les associations engagées, toutes les forces politiques dont la nôtre et dont toutes les forces du front de gauche qui est en ligne. Il faut des dizaines, des centaines de milliers de signatures sur cette pétition. Il faut aller à la mobilisation partout. Il faut faire à nouveau voter dans tous les conseils municipaux de France des délibérations qui demandent que la gauche tienne son engagement en la matière. Il faut reprendre des initiatives de mobilisation large. Il faut créer des collectifs. Il n'est pas question que nous allions aux élections municipales de l'année prochaine sans avoir engagé la bataille et obtenu la réalisation de ce droit.
Nous avons la possibilité de gagner cette bataille. Le gouvernement a beaucoup tergiversé. Elle est, dans les dernières semaines, revenue dans le débat politique, cette proposition, parce que ce renoncement ferait à nouveau trop scandale. Mais nous le sentons bien, si nous ne déclenchons pas une mobilisation citoyenne d'ampleur, eh bien les tergiversations vont continuer. Il faut donc convaincre, il faut s'expliquer. C'est vrai que dans certains endroits, ce peut être une bataille d'explication et que les tergiversations du gouvernement ont encouragé le repli chez certaines personnes. Mais vous savez, et je crois que tous ceux qui mènent cette campagne et qui en ont déjà discuté autour d'eux, dès que nous nous expliquons avec les gens qui nous entourent, nous convainquons très facilement. Parce que de quoi s'agit-il? On agite des peurs, mais de quoi s'agit-il? Tout simplement de donner à des gens qui vivent, pour la plupart d'entre eux, depuis des dizaines d'années dans notre pays, qui participent à la vie locale, qui travaillent dans notre pays, d'avoir ce droit, alors même que des étrangers communautaires, qui parfois sont de très récents résidents de notre pays, ont le droit de participer à ces élections locales. Et eux, tout simplement, parce qu'ils viennent d'un peu plus loin, et plus exactement dans la plupart des cas, parce qu'ils viennent d'anciennes colonies françaises, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faudrait, parce qu'ils ont aussi une autre religion parfois que la majorité de notre pays, eh bien il faudrait continuer à les discriminer. C'est insupportable. Et dans les mêmes familles, parce que c'est le cas, nous le savons tous dans nos villes, dans les mêmes familles, des enfants votent et leurs parents qui les ont élevés en France ne peuvent pas voter. Eh bien, quand on s'explique simplement sur la réalité de cette question, eh bien nous en sommes convaincus parce que nous l'avons éprouvé. L'écrasante majorité de notre pays peut comprendre que ce droit est nécessaire et qu'il ferait progresser la nation tout entière. Alors, il faut maintenant déployer dans les semaines, dans les mois qui viennent, une bataille d'ampleur. Et il faut que nous demandions à toutes les forces de gauche de s'engager sans réserve dans cette bataille. Dernière question sur l'égalité des droits. Il faut des progrès rapides et significatifs en matière d'égalité femmes-hommes et singulièrement en matière d'égalité salariale et professionnelle pour les femmes. La situation qui perdure est inacceptable. Et il faut engager des batailles concrètes en s'appuyant sur la loi qui n'est même pas appliquée dans la plupart des cas et en exigeant le respect de cette loi, en exigeant dans la loi le renforcement des sanctions. Mais nous devons faire de cette affaire, là aussi, un moyen de lutter contre les pratiques qui visent en vérité à tirer tout le monde et l'ensemble des salariés vers le bas, en continuant à surexploiter la moitié de ces salariés de manière indigne. Nous devons d'autant plus le faire, et Marie-Georges le rappelait hier, que les propos que nous avons entendus à l'Assemblée nationale durant le débat sur le mariage pour tous ne sont pas seulement des propos homophobes, mais sont des propos profondément sexistes et qui visent, derrière l'homophobie, à faire revenir la condition féminine à un âge dont on n'ose même pas imaginer qu'il puisse être encore possible au XXIe siècle. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres batailles que je n'évoque pas pour l'industrie nationale, les services publics, pour le pouvoir d'achat, pour les collectivités locales. Il y aura une grande journée de mobilisation de l'ANECRE le 19 février et nous allons amplifier aussi. Mais j'ai pris ces trois exemples parce que, je le redis, sur la sécurisation de l'emploi, sur l'amnistie sociale et sur le droit de vote des étrangers, eh bien, il est possible d'enfoncer des brèches dans la situation actuelle et de faire la preuve que notre combat pour le changement peut avancer et qu'il peut avancer tout de suite. Alors oui, je le redis, mobilisation nationale, mobilisation de toutes les forces du changement, mobilisation avec le front de gauche, mobilisation avec toutes les forces de gauche disponibles. Nous ne renoncerons pas un seul instant à l'ambition de changement. Nous voulons gagner cette bataille en 2013.
Nous voulons continuer à la faire avancer en 2014 lors des élections européennes et lors des élections municipales, pour lesquelles je redis aussi que personne, aucun ultimatum, aucun chantage, aucune pression de je ne sais quoi, de je ne sais qui, ne nous fera renoncer à notre boussole, l'intérêt des populations et la nécessité de construire dans le rassemblement des majorités municipales de gauche au service des populations, au service de la promotion des services publics dans les territoires. Donc sur toutes ces batailles, nous allons continuer. Voilà, mes camarades, nos défis sont immenses. Nous voulions être utiles. Je crois que ce congrès l'a été. Nous voulons avancer. Je crois que nous le pouvons. Je l'ai dit aussi d'emblée en ouvrant le congrès. Regardons le chemin parcouru en 4 ans. Imaginons ce que nous sommes capables de faire. Plus unis encore qu'il y a 4 ans, plus forts qu'il y a 4 ans, plus rassemblés qu'il y a 4 ans. Imaginons ce que nous sommes capables désormais de faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Nous pouvons beaucoup, nous ne sommes pas condamnés à subir la spirale de l'échec. Nous refusons cette perspective et nous avons construit le front de gauche et construit notre ambition de rassemblement pour faire sortir la gauche de la spirale de l'échec. C'est le moment d'engager cette mobilisation nationale avec, comme nous l'avons dit dans notre texte, la volonté de rallumer les étoiles. Alors, mes camarades, nous avons, avant de vous souhaiter bon travail à tous, bon repos peut-être, en tout cas quelques heures, et après bon travail. Au passage, entre-temps, n'hésitez pas à fêter ça non plus, parce que vous savez bien que chez nous, il faut toujours aussi un peu de moments de fête, des moments de fraternité comme ceux que nous venons de vivre. Ça mérite d'être un peu arrosé, comme on dit. Donc profitez-en quand vous allez sortir du congrès. Ce que je veux dire, sauf pour ceux qui conduisent, parce que sinon je vais me faire attraper par la prévention routière, mais c'est mon naturel bourguignon qui revient, excusez-moi. Vive la Bourgogne, ouais. Et vive Paris. Alors, nous avons, mes amis, mes camarades, nous avons fêté il y a quelques semaines, dans de très belles initiatives au Conseil national, la disparition il y a quelques décennies de Louis Aragon, du poète Louis Aragon. Il a écrit beaucoup de choses merveilleuses, comme vous le savez, et il a notamment écrit ce vers « Il y a de quoi rêver et de quoi serrer les poings. » Alors, mes amis et mes camarades, serrons les poings et rêvons. Alors, enfants,